Y a rien de plus marquant dans les animés que le clown de service qui arrête de sourire. Le mec que t'as catalogué rigolo de service dès l'épisode 3, et qui un jour devient sérieux et écrase tout le monde. Les Japonais appellent même ça le gap moe. Plus le décalage est violent, plus la scène te retourne. Aujourd'hui, on va analyser 11 des personnages les plus loufoques qui ont fini par tous les démonter. Attention, je révèle des passages de l'animé, mais rien sur le manga. On commence direct. On commence par le cas d'école Zenitsu dans Demon Slayer, le mec qui a littéralement défini ce ressort pour toute une génération. Quand on rencontre Zenitsu, épisode 5 de la saison 1, c'est une catastrophe ambulante. Le gars chiale, supplie, drague tout ce qui bouge, et il a tellement la trouille qu'il a peur de son propre corbeau messager. Tu te poses sérieusement la question, comment ce type a réussi l'examen pour devenir pourfendeur ? Genre, il a dû passer comment lui ? La réponse, on la connaît. Dès qu'il s'endort, le vrai Zenitsu prend le volant. La peur disparaît, le corps bouge tout seul, et il enchaîne certaines des plus belles scènes de la série. Mais bon, c'était toujours un peu un code de triche. Il fallait qu'il soit dans les vapes pour être incroyable. Le vrai déclic, le moment où il devient quelqu'un d'autre éveillé, c'est dans le film Infinity Castle. Quand il apprend que son grand-père, son maître, s'est ouvert le ventre, un seppuku, par culpabilité, parce qu'un de ses élèves était devenu un démon. Le gentil Zenitsu, le pleurnichard, il est mort sur place. Et je vais être honnête avec toi, même aujourd'hui, quand je revois ce passage, j'ai un truc qui se serre dans la poitrine. À partir de là, c'est plus de la drague, c'est de la pure violence froide. Cet élève démon, c'est Kaigaku, son ancien camarade d'entraînement devenu Lune Supérieure 6. Et Zenitsu, lui, il sort une technique qu'il a créée lui-même, de zéro, parce qu'il n'a jamais réussi à maîtriser les 6 autres formes du souffle de la foudre. La 7e forme, Ono Ikazuchi no Kami. Et il décapite Kaigaku avant même que le démon ait le temps de comprendre ce qui lui arrive. Le clown qui pleurait sur un corbeau a inventé sa propre technique pour buter son pote devenu monstre. Tu vois le décalage ? Voilà, c'est ça le gap moe à l'état pur. Et puisqu'on parle de Zenitsu, autant enchaîner sur son cousin spirituel, Stark, dans un tout autre registre. Parce que Frieren, sur le papier, c'est un animé tout doux, lent, contemplatif, mélancolique. Le genre de série que tu mets pour te détendre. Et au début, on te vend Stark comme un dur. Le héros du village, celui qui a fait reculer un dragon, le mec fiable sur qui tout le monde compte. Sauf que très vite, le masque tombe. Stark, en vrai, il a quasi aucune expérience de combat. Et son histoire avec le dragon, il était mort de trouille. Il a fait illusion, point. Le village croit avoir un champion. Le champion a envie de vomir. Mais Frieren, elle sent un truc. Elle lui pose un ultimatum. Tu affrontes le dragon demain. Et la nuit d'avant, Fern va le voir pour le secouer un peu. En s'approchant, elle le découvre en train de fendre la montagne à main nue à l'entraînement. Le potentiel est là. Il manque juste une chose, la décision. Croire en ce qu'il a déjà dans les bras. Le lendemain, il se pointe. Et pour un animé tranquille, mon frère, ils t'ont sorti un combat d'une violence inattendue. Stark déglingue le dragon. Un coup, terminé. Et le détail qui tue, on apprend que si le dragon n'était jamais revenu attaquer le village, c'est précisément parce qu'il avait compris la force de Stark. Le seul à ne pas le savoir, c'était Stark lui-même. Le trouillard était le truc le plus effrayant de la région depuis le début. J'ai parlé de baston jusqu'ici, mais ce ressort, il existe aussi dans le sport. Et le meilleur exemple pour moi, c'est Hinata. Le petit de Karasuno, c'est une boule d'énergie qui réfléchit pas. Adorable, mais pas la lumière la plus vive du couloir, on va dire ça comme ça. Et surtout, il est stressé en permanence. Premier vrai match contre Seijo, il a tellement les jambes qui tremblent qu'il vomit sur Tanaka avant de jouer. Voilà le niveau. Dès qu'il croise un joueur réputé ou impressionnant, il se liquéfie. Et puis arrive Ushijima, le monstre. Le mec qui balance, l'air de rien, une remarque méprisante sur Seijo et sur tous ceux qu'il considère comme faibles. Et là, regarde la tête d'Hinata. Vraiment, regarde-la. Pour la première fois, c'est plus de la peur, c'est de la rage froide. Le petit qui tremblait devant tout le monde fixe le meilleur joueur du pays sans ciller. Et comme le dit Kageyama, d'habitude, Hinata flippe face au gros calibre. Là, il était juste furax. Et le plus beau, c'est qu'à partir de cet instant, ça reste. Pour le reste de la série, il arrête de se ratatiner. Il joue avec le sourire, il progresse match après match, et il devient cette anomalie, un type d'1m62 qui terrorise des contreurs de 2 mètres. Le déclic était mental depuis le début. Là, on change de catégorie. Parce que Luffy, contrairement à Zenitsu ou Stark, il fait pas un arc de transformation. Lui, le mode sérieux, il l'a toujours eu. Il est juste un peu simplé, avec tout le respect que je lui dois. Dès le premier épisode, quand il lâche sa phrase culte à Koby sur le fait de devenir roi des pirates, sans hésiter, sans rire, tu sens qu'il y a un truc anormal chez ce gamin. Une certitude qui devrait pas exister chez quelqu'un d'aussi insouciant. Parce que c'est ça le paradoxe. Luffy est sans doute le mec le plus chill de tout l'univers. Il bouffe, il dort, il rigole. Quand tu imagines le futur roi des pirates, tu penses à un type effrayant, brutal, calculateur. Pas à un idiot qui court après de la viande. Mais la vitesse supérieure, elle est là, en dormance. Et la meilleure démonstration, c'est l'un des plus gros passages de vent de l'histoire de l'anime. Wano, les 9 fourreaux rouges viennent de tomber.
Et Luffy passe devant Kaido et Big Mom, sans un regard, comme s'ils existaient même pas, pour aller voir ses alliés. Ce mépris tranquille, ce calme glaçant chez quelqu'un d'habitude si bruyant, ça me file des frissons que j'assume complètement. Et quand il finit le boulot, il ressort sa réplique habituelle. Sauf que cette fois, il y a de la colère derrière, de la hargne. Le clown a relevé la tête. Impossible de faire une vidéo sur les têtes à claques sans parler de Naruto. Lui et Luffy, c'est probablement le duo de plus gros boulets de l'histoire. Affectueusement, hein. Bien sûr, il y a eu des moments où il s'est réveillé. Le combat contre Gaara, ou le jour où il a quasiment éteint Kakuzu avec son Rasen Shuriken. Mais s'il faut choisir le moment où il passe la seconde, pour moi c'est Naruto contre Pain. Déjà, ça commence par l'une des arrivées les plus froides de l'animé. Et la musique sur cette séquence te transporte, point. Il y a une raison si j'ai ce poster accroché derrière moi. Naruto commence à mettre la pression à Pain. Et puis ça part en vrille. Hinata s'en mêle pour l'aider. Petite parenthèse, Naruto a clairement la cote vu la déclaration. Mais bon, je sais pas qui l'a envoyé au front, parce qu'elle se fait corriger en 2 secondes. Et tu regardes la tête de Naruto pendant qu'il voit Hinata se faire balader. C'est exactement le visage d'un homme qui est sur le point de tout débrancher. Et c'est ce qui arrive. Submergé par la rage, il laisse Kyuubi prendre le contrôle. Total, un véritable carnage en préparation. Mais juste avant que le démon se manifeste complètement, son père, le 4e, apparaît dans son esprit et le ramène à la raison. Là, Naruto reprend la main pour de vrai. Il pose une attitude glaciale au passage, petit instant culte, et il fait ce que Naruto fait de mieux. Il termine Pain au Rasengan. Bon, maintenant on rentre dans le côté sombre, parce que les personnages d'avant deviennent sérieux. Gon, lui, il devient autre chose. Au début de Hunter x Hunter, Gon, c'est un gamin de 12 ans pur, lumineux, qui veut juste s'amuser et qui prend rien au tragique. Le rayon de soleil de la série. Sauf que tout se fissure après la mort de Kito, tué par Pitou. Tout le monde se souvient du fameux pétage de plomb final, mais les signaux d'alerte étaient là bien avant. Quand Morel teste sa force, par exemple, Gon balance une phrase tellement glaçante sur ce qu'il est prêt à faire que, heureusement, Killua intervient. Parce que sérieux, qui dit ça aussi calmement à 12 ans? Tout l'arc, Gon a comprimé sa colère, et face à Pitou, ça explose d'un coup. Ce qui mène à ce moment qu'on peut à peine appeler un déclic. Gon passe un pacte avec lui-même. Et là, il faut que je t'explique un truc sur le système de pouvoir de Hunter x Hunter, parce que c'est ça qui rend la scène si malade. Dans Hunter x Hunter, le nen marche sur un principe, le vœu et la restriction. Plus tu t'imposes de conditions extrêmes, plus tu sacrifies, plus ton pouvoir devient monstrueux. Gon pousse ce principe à son maximum absolu. Il mise tout, son potentiel futur, son talent, sa croissance, sa vie même, tout en échange d'une puissance suffisante pour écraser Pitou ici et maintenant. Le résultat, c'est qu'il devient, le temps d'un instant, l'un des êtres les plus puissants de l'univers. Pitou reconnaît elle-même que sous cette forme, il pourrait tuer le roi, le ROI, et il étale Pitou en un coup. Une garde royale, l'un des 3 êtres les plus forts du moment. Le gamin lumineux a brûlé tout son avenir en une attaque. C'est pas une montée en puissance, c'est un suicide retardé. Bon, on remonte un peu à la surface après tout ça. Et tu te souviens de Luffy tout à l'heure? Eh ben les chiens font pas des chats. Si le petit est comme ça, c'est génétique. Et le déclic du grand-père, Garp, est peut-être encore plus brutal que celui du petit-fils. La première fois qu'on voit Garp, il a une espèce de peau de lion sur la tête et il entraîne Kobe. C'est une énigme. On voit même pas vraiment son visage, on sait rien de lui. C'est l'épisode 313 qui balance la bombe. Ce vieux, c'est le grand-père de Luffy, et accessoirement, un héros de la marine. Sauf que, il fait pas du tout sérieux. Il bouffe ses crackers, il rigole, il est aussi bordélique que son petit-fils. Premier aperçu de ce qu'il a dans le ventre, la mort d'Ace. Garp annonce qu'il aurait buté Akainu de ses mains si Sangoku l'avait pas retenu. Akainu, le mec qui venait littéralement de tuer Ace et qui paraissait intouchable à ce moment-là. Le vieux promet de l'effacer comme s'il parlait de la météo. Mais la vraie révélation, pourquoi ce gars est appelé le héros de la marine, c'est tardif. Garp débarque pour sauver Kobe des pirates de Barbe Noire. Et dès l'entrée, il colle l'un des coups de poing les plus froids de toute la série. L'animation sur ce passage, mon frère, ils se sont lâchés. Ensuite, massacre généralisé. Il démonte quasiment tout l'équipage de Barbe Noire à lui tout seul. Il corrige Kuzan, un ancien amiral, censé être parmi les plus forts du jeu. Il se prend un coup de couteau, et il enchaîne quand même sur un nouveau Galaxy Impact. Et il repart en rigolant, sur l'une des fins d'épisodes les plus stylées qu'One Piece nous a offertes. Et c'est là que t'as le déclic. Ah, ok, c'est comme ça que Garp et Roger ont pu tomber Rox à God Valley. Tout fait sens. Garp repart en rigolant. Notre prochain, lui, a beaucoup moins de raisons de sourire. Parce que dans le registre, le scénariste déteste personnellement son protagoniste, on a Yuji. Épisode 1, le dernier message de son grand-père. Aide les autres, sauve les gens.
Un truc chaleureux, qui te plante l'image du héros classique, gentil et altruiste. Et c'est exactement l'impression qu'on garde au début. Yuji est un mec positif qui veut juste sauver des vies. Puis Mahito entre en scène, saison 1, et tout commence à se tordre. D'abord, Yuji découvre que les humains transfigurés étaient de vraies personnes avant, pas juste des fléaux. Et il doit vivre avec l'idée qu'il a peut-être tué des innocents. Sauf que ça ne fait qu'empirer. Quand son ami Junpei se fait tuer juste sous ses yeux par Mahito, c'est le premier vrai craquement. Le héros mou laisse place à autre chose, à commencer par une scène de rage absolument culte. Et à partir de là, il devient capable d'éliminer les transfigurés, parce qu'il a accepté que c'est ce qu'il faut faire. Mais la métamorphose totale, le vrai déclic, c'est la fin de la saison 2, après que Yuji se soit pris l'un des traitements les plus cruels que j'ai vus en anime. Sérieux, Gege doit vraiment pas l'aimer. D'abord, Sukuna part en rampage et tue potentiellement des milliers de personnes dans Shibuya. Et comme si ça suffisait pas, Yuji voit Nanami mourir devant lui. Et très probablement Nobara aussi, même si son sort reste officiellement flou. Heureusement, Todo le ramène à lui. Et à partir de cet instant, Yuji est verrouillé, au point d'exécuter un Black Flash sur commande. Un truc considéré comme impossible, parce que normalement, c'est un coup du hasard que personne ne contrôle. Et tout ça culmine dans un moment où la boucle est bouclée à la perfection, quand il renvoie ses propres mots à Mahito. Petit détail qui résume tout. Compare le générique de fin de la saison 1 à celui de la saison 3. Va juste les écouter à la suite, la musique dit tout. On est passé d'un anime joyeux et léger à un truc sombre et brutal. La série a fait son déclic en même temps que son héros. Et puisqu'on a croisé le petit Naruto tout à l'heure, autant remonter à la source de son monde. Le mec qui a littéralement tout commencé, Hashirama. Le gars qu'on surnomme le dieu des shinobi. Sur le papier, c'est un CV monstrueux, fondateur de Konoha, premier Hokage, maître du style du bois. La statue de la vallée de la faim, c'est lui, face à Madara. Le mec a une réputation qui écrase tout. Et puis, on le rencontre vraiment, réinvoqué par l'Edo Tensei, et c'est pas du tout ce qu'on imaginait. Direct, il est dépité, il blague sur le fait qu'il a trop gâté sa petite fille Tsunade. Suigetsu lâche carrément que ce type a l'air d'un rigolo total. Tu te demandes si c'est vraiment LE Hashirama. Et puis la conversation tourne mal. Sasuke et les anciens Hokage abordent la vraie histoire du village. Ça chauffe, Tobirama et Sasuke sont à 2 doigts de se mettre sur la tronche. Et Hashirama, il monte juste un peu en pression. Il se concentre. Et tout le monde se fige. Là, en 1 seconde, tu comprends pourquoi on l'appelle le dieu des shinobi. Sans même lever le petit doigt. Et Orochimaru en rajoute une couche. Hashirama était le seul, contrairement à tous les autres Hokage, capable de briser l'Edo Tensei quand il le voulait. Le seul sur les 2e, 3e et 4e réunis, qui étaient pourtant des shinobi d'élite. Et le retour en arrière enfonce le clou. C'est lui qui a tué Madara à la vallée de la faim, son ami le plus proche depuis l'enfance, pour protéger le village. Encore une fois, reste toujours pote avec le perso le plus loufoque. Tu sais jamais ce qu'il garde au fond. On vient d'enchaîner des légendes et des persos qui pèsent lourd. Saitama, lui, c'est tout l'inverse. Sa série est une parodie. Il est blasé, loufoque et accessoirement le perso le plus pété de tout l'animé. Le nom le dit, un seul point suffit, en général. L'animé passe son temps à lui coller des adversaires qui semblent terribles et qu'il efface en une pichenette. C'est tout le gag. Du coup, le voir se concentrer, c'est presque un événement impossible. Et le moment où il s'en rapproche le plus, c'est l'épisode 12 de la saison 1, contre Boros. Boros, dans n'importe quel autre univers, ce serait une menace de niveau Thanos. Et comme Saitama, il s'ennuie. Il est tellement fort que plus personne ne l'amuse, alors il a traversé l'univers à la recherche d'un vrai combat. Là, Saitama est obligé de monter d'un cran. Il admet que Boros est fort, il laisse le combat durer plus longtemps que d'habitude, il se fait même envoyer sur la lune d'un coup de pied. Et il revient à pied, façon de parler. Je dis pas qu'il était à fond, évidemment qu'il l'était pas. Mais pour la première et seule fois, il a dû forcer un peu. Et il finit par son fameux coup sérieux, son seul coup réellement nommé. Le résultat était écrit d'avance, soyons honnêtes. Mais c'est tout le génie du truc. Voir le mec qui s'en fout de tout être contraint, ne serait-ce qu'1 seconde, de prendre quelque chose au sérieux. Et on garde le meilleur pour la fin, Gojo. Un perso qui est loufoque non pas par bêtise ou par lâcheté, mais par pur excès de talent. Première vraie apparition, épisode 2, il est tout détendu. Il chambre Megumi de s'être fait défoncer. Quand il croise Sukuna, il le prend même pas au sérieux, il joue avec lui. Pareil quelques épisodes plus tard contre Jogo. Il emmène Yuji juste pour lui montrer son extension du domaine. Et il traite le combat comme une démonstration pédagogique. Alors que Jogo, à ce moment-là, c'est l'un des fléaux les plus puissants de l'univers. C'est ça son problème. L'écart de niveau est tellement énorme que rien ne le force à se réveiller. Le mec le plus fort du monde passe ses journées à faire le pitre parce que personne ne mérite qu'il sorte les mains des poches. Et puis arrive Shibuya. Les fléaux catastrophes commencent à massacrer des civils tout autour de lui, exprès,
juste pour provoquer une réaction, pour faire craquer le mec invincible. Et Gojo a réagi. Il a prouvé, sans appel, pourquoi on le surnomme le plus fort. Il est littéralement devenu un éclair, à fond pour la première fois de la série, au point d'être essoufflé à la fin. Détail rarissime, l'image du type intouchable qui reprend son souffle. Le clown qui se fout de tout, le jour où on a touché à des innocents, a rappelé à l'univers entier qui était le patron. Et c'est là toute la beauté de ce ressort. Le gap Moe, c'est pas juste un truc stylé visuellement, c'est une promesse. Ça te dit, ne juge jamais un perso sur son sourire. Le plus doux peut être le plus dangereux. Le plus trouillard cache parfois le plus de potentiel. Et le plus drôle est souvent celui qui, le jour où tout s'effondre, sera le dernier debout. Alors dis-moi en commentaire, c'est quel déclic qui t'a donné le plus de frissons? Et surtout, lequel j'ai oublié? Parce que je sais déjà que vous allez me parler d'un perso précis, et franchement, vous avez sûrement raison. Si la vidéo t'a plu, lâche un petit pouce bleu, abonne-toi, et on se retrouve sur la prochaine. A plus.